On est heureux de vous avoir reçu, Solène Jean-Baquet. À vos côtés, un autre héros de la semaine, Nicolas Vanier, qui a parcouru 8000 km, Nicolas, cette fois-ci. Ouais. Vous êtes c'est parti... les chiens qui ont parcouru 8000 ouais, km. Vous avez... Racontez... Non, mais c'est important parce que vous venez de dire héros, et moi je me sens pas du tout un héros dans cette histoire. J'ai pas réalisé d'exploit. Par contre, les chiens, eux, ont fait quelque chose de formidable. Alors, vous êtes parti, Nicolas, le 2 décembre dernier, c'est ça? Ouais. Avec vos chiens, 14 semaines, vous êtes parti d'où pour arriver à la place Je rouge? suis parti d'un lieu très emblématique et extraordinaire qui est le lac Baïkal. Ouais. Le lac Baïkal, c'est, imaginez-vous, 20% de la réserve d'eau douce naturelle du monde de surface. C'est un endroit magique, assez emblématique dans le contexte qui était le mien, Ouais. c'est-à-dire donner un certain sens à ce voyage. Et Dieu sait si l'eau est un problème. Et donc j'ai traversé ensuite 2000 km de montagne, 3000 km de taïga et de toundra, traverser l'Oural qui a été un moment magique pour redescendre notamment par la Volga jusqu'à Moscou où la mairie m'a fait, ainsi que le Kremlin, l'honneur de m'accueillir sur la place rouge. De moins 40 à moins 60 degrés, vous allez nous raconter le sens que vous vouliez donner à ce voyage, puisque ça avait un sens, c'est pas juste comme ça parcourir 8000 km, il y avait un sens, mais quand même concrètement, comment vous preniez soin de vos chiens? On a envie de vous poser cette question-là, quoi. Comment, à moins 40, moins 60, comment ça se passe au quotidien? D'abord, il y a une chose importante qu'il faut savoir, c'est que des chiens de traîneau, ce qu'ils aiment, c'est courir. Donc, en fait, c'est une sorte de gestion du plaisir qu'on a à faire. Et ça, c'est extraordinaire. C'est un petit peu comme un entraîneur d'une équipe de foot. Vous voyez, des joueurs de foot aiment taper dans un ballon. Et moi, j'ai des joueurs, c'est des chiens qui aiment courir. Ouais. Mais cette c'était pas des chiens du PSG, parce qu'ils ne seraient pas allés à Moscou. Hein. Je te le dis. Hein. Donc, ils aiment ça déjà. Ils aiment ça, vos chiens. Et donc, il y a une sorte de flamme qu'il faut entretenir d'un bout à l'autre d'un long voyage comme celui-là, avec toutes les difficultés. C'est en cela que il y a aussi beaucoup d'autres raisons, mais c'est pour ça aussi que j'adore ce genre de voyage, parce qu'on est en communion totale 24 heures sur 24 avec ces chiens. Vous en avez perdu un chien pendant le voyage? Ça a été J'ai un des perdu drames un du voyage? Oui, ça a été le drame du voyage, parce que c'est 10 copains, quoi, c'est 10 personnalités. Il y a le râleur, il y a le joyeux, il y a toutes sortes. Et donc, forcément, c'est un moment très douloureux, quoi. Vous leur mettiez des petits coussinets? On met des petites bottines, oui. Pour des petites bottines pour les chiens? J'ai eu pas mal de records de froid, et donc lorsqu'il fait moins 55, ce qui a été le cas pendant pas mal de jours, la neige est très abrasive, et lorsqu'on fait 100 km par jour, ça peut abîmer un petit peu les coussinets. Et donc pour prévenir, on leur met des petites bottines que j'ai utilisées aussi à la fin pour atteindre Moscou, parce que là, du coup, c'est plus la neige froide, mais c'est l'asphalte qui pourrait leur abîmer les pattes. Vous avez failli les perdre. À un moment, ils sont tombés dans l'eau, je crois. Ce sont des pêcheurs qui sont venus vous aider. Je vous ai entendu raconter ça. Oui, ça on me demande souvent qu'est-ce qu'il y a de dangereux dans le Nord, et c'est la glace, parce qu'elle est recouverte de neige. Et donc, on ne sait pas quelle est l'épaisseur de la glace qu'il peut y avoir dessous. Et dans la Volga, je suis passé au travers, du moins 4 de mes chiens sont passés au travers. Et l'histoire, c'est que ça va sans doute vous décevoir, mais je ne serais pas allé les sortir de là s'il n'y avait pas eu des pêcheurs à côté. Parce que si moi j'étais tombé, je n'aurais pas pu ressortir. On ne peut pas remonter sur de la glace. Il n'y a aucune assistance, parce que les gens qu'on a appelés pour préparer tout ça disent quand même qu'il y a une assistance à un moment donné, il y a des voitures qui ne sont pas loin, etc. Non, c'est ce qu'on nous a dit. Ça dépendait des moments. Ce que j'ai voulu faire au travers de ce voyage, c'est lui donner un sens. Ce n'était pas du tout l'exploit que je recherchais. J'ai voulu lui donner un sens parce que ça fait 30 ans à peu près maintenant aujourd'hui que je fais ce type de voyage, et je ne peux plus glisser avec mes chiens comme ça tranquillement dans les grandes étendues blanches pour mon seul plaisir, parce qu'aujourd'hui je suis assez triste de ce que je vois, parce que le Grand Nord va mal, il va aller de plus en plus mal, et je peux vous dire même que ça devient extrêmement inquiétant. Ce que vous avez vu de pire pendant ces 14 semaines Il y a notamment les effets du réchauffement climatique qui occasionnent de très gros dégâts dans le Nord, et je crois malheureusement que le phénomène va aller en s'amplifiant. C'est en train de dégeler, on le sait, la banquise d'été, ce qui occasionne d'énormes dégâts sur la faune et la flore. C'est en train de dégeler, et je crois que ça, c'est quelque chose qui va devenir extrêmement grave. Le permafrost, vous savez, c'est cette surface de sol gelée en permanence, sur lequel il y a un petit peu de terre, et les arbres qui reposent sur cette mince couche de terre sont en train de se casser la figure, parce qu'ils ne tiennent plus debout. Et ça va impliquer quoi pour nous, surtout nos enfants pour et nous, petits-enfants? c'est que sous le permafrost est piégé naturellement du méthane et de l'oxyde de carbone, qui est un gaz à effet de serre, qui va du coup se trouver libéré, qui va augmenter d'autant le réchauffement climatique, et on va se retrouver dans une sorte de phénomène dont on n'imagine pas du tout, un cercle vicieux. Et j'ai eu l'occasion de parler avec des scientifiques. À quelle échéance? L'échéance, elle est très courte. Là, je crois qu'actuellement, moi j'ai vraiment la sensation, vous savez, cette petite terre,
minuscule au milieu de l'univers, c'est un petit peu comme un bateau dans la mer. Et notre petit bateau, cette petite terre sur laquelle il y a une mince, toute petite pellicule d'air qu'on est en train d'asphyxier, ce petit bateau, j'ai l'impression qu'on est en train à la hache de le couler, quoi. Donc aujourd'hui, vous dites que c'est votre dernière exploration et que vous voulez rendre à la nature ce qu'elle vous a donné. Vous voulez aujourd'hui être une sorte de porte-parole Des porte-paroles, il y en a beaucoup, mais disons qu'à mon niveau, à mon petit niveau, au travers de ce voyage et au travers maintenant différentes choses, j'ai envie de participer à cette prise de conscience, heureusement, qui est grandissante aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, on sait, il y a 10 ans, on ne savait pas. Aujourd'hui, on sait, donc il y a une responsabilité. Vous savez, il y a une phrase très belle quand les Indiens ils disent « Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants ». Maintenant, nous avons une idée assez précise de ce que nous allons laisser à nos enfants, et c'est vraiment pas chouette. Donc, ce que j'ai envie aujourd'hui, dans cette seconde partie de ma vie qui débute, là, aujourd'hui, en quelque sorte, d'essayer de faire partie de ce mouvement, de tous ceux qui disent haut et fort que ça va mal, qu'il faut faire quelque chose. Mais concrètement, pour conclure, il faut faire quoi, Nicolas Vanier ? Parce que le constat, on l'a beaucoup entendu. Nicolas Hulot est venu ici, par exemple. Sur France 2, Yann Arthus-Bertrand va faire une très belle émission où il va expliquer l'état de la planète, justement, pour sensibiliser. On a un peu compris ça, mais il faut faire quoi concrètement ? Alors voilà, on a un peu compris, mais concrètement, il ne se passe pas grand-chose. Voilà, c'est ça. Donc je crois qu'il faut déjà envoyer des signaux forts à nos politiques, à nos dirigeants de société. Ces signaux, ce que les gens, c'est très important, je crois, de le comprendre, c'est à nous, individuellement. Très souvent, moi, j'entends des gens, et je suis sûr que ceux qui nous écoutent disent la même chose, ils disent « Ah, mais il a raison, ça va mal, il a raison, mais vivement que les politiques fassent quelque chose. » Mais non, nous pouvons faire quelque chose, nous, dans notre vie de tous les jours. Nicolas Hulot, au travers de son opération, je suis parrain de son opération, lui est parrain de la mienne. Nous avons montré pendant ces 14 semaines d'expédition des gestes qu'on pouvait faire chaque semaine. Je crois qu'il est important aujourd'hui de passer à l'action. Et ce qui est très important, c'est que les gens savent qu'ils peuvent faire quelque chose. Parce que le plus grand pouvoir que nous avons, c'est notre pouvoir de consommateur. D'accord. Et si à chaque fois que nous achetons quelque chose, à chaque fois que nous faisons quelque chose, si nous essayons d'imaginer quel va être le coût écologique de ce que nous faisons, nous irons très vite. Merci Nicolas Vanier.